Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous faire ma revue de l'UFC 240 qui a eu lieu ce samedi soir à Edmonton. Il y avait plusieurs Canadiens en action et je vous offre aujourd'hui mes analyses finales, mes opinions finales sur l'action qu'on a vue sur cette carte-là. Notamment les combats de Marc-André Barriault et Olivier Aubin-Mercier, mais aussi les autres combats de la carte. Le combat principal avec Max Holloway qui a défendu son titre contre Frankie Edgar, Chris Cyborg contre Felicia Spencer, tout un combat qu'on a vu dans le co-main event de la soirée. Donc, mes analyses et opinions finales sur chacun de ces combats-là. Et c'est aussi l'occasion que je prends pour jouer au matchmaker, pour tenter de voir qui pourrait affronter qui dans leur prochain combat. Et j'aime beaucoup ma casquette des expos en ce moment, mais vous le savez, quand on joue au matchmaker, j'ai pas le choix de la changer, d'amener le chapeau de matchmaker, le mythique chapeau de matchmaker, parce que je dois mettre mon chapeau de matchmaker aujourd'hui, voir qui pourrait affronter qui, et etc. à la suite de cette carte. Donc on va commencer avec le combat principal. Max Holloway a affronté Frankie Edgar. J'avais peur avant ce combat-là, pas parce que je croyais que Frankie Edgar était le gars pour battre Max Holloway. En fait, je crois que c'était un match-up de style assez facile, je vous dirais, pour Max Holloway. J'ai cependant eu peur parce que tu sais, quand Dana White met une photo là, des champions, du champion qui arrive dans l'arena, Max, il avait l'air vraiment out of it. C'est Alex Lavoie qui m'a envoyé ça. Il avait l'air d'un zombie. Il avait pas l'air tout là en marchant. Et puis, tu sais, Max Holloway, on le sait, c'est un gars qui, de par son style, va manger de bons coups de poing pour en donner des meilleurs, puis il a absorbé beaucoup de dommages sans jamais vouloir tomber contre Dustin Poirier. Puis oui, c'est ça qui a rendu ce combat-là autant exceptionnel, un des plus beaux combats qu'on a vus dans les dernières années, mais c'est pas bon pour le cerveau de Max Holloway, qui, aussi, on sait, a de très difficiles weight cut à 145. C'est pas pour rien que le gars veut devenir un 155 livres éventuellement, et ça, assez clairement dans la manière dont il parle. C'est rough pour lui de faire 145 livres. Et oui, dans cette division-là, il nous l'a prouvé dans cette performance-là. Une performance très rassurante, je vous dirais, qui est encore le king. C'est encore la personne à battre. Puis ça va encore une fois prendre un combattant vraiment exceptionnel pour aller détrôner Max Holloway. Mais d'un autre côté, je pense pas que Max Holloway veut rester pour encore 1000 ans dans cette division de poids-là. Donc, c'est une performance rassurante, comme je vous dis, contre Frankie Edgar, parce que oui, on a vu le Max Holloway qu'on connaissait, mais on a aussi vu une version un peu plus calculée du Max Holloway qu'on connaissait, et puis ça peut juste être bon. Le fait qu'il est capable de nous donner un bon combat divertissant, une belle performance, quelque chose de beau à voir, comme dans tous ses combats, mais qui est aussi capable de ne pas être un complet idiot en le faisant, c'est bon, parce que Frankie Edgar, c'est pas quelqu'un qui l'aurait puni avec ses points, c'est quelqu'un qui l'aurait puni avec ses takedowns. Frankie Edgar peut faire autant mal avec un takedown bien timé que quelqu'un peut te fermer les lumières avec un counter punch bien timé, dans le sens que Frankie Edgar a un des meilleurs top control en MMA, est un des meilleurs grapplers en MMA, un des meilleurs lutteurs et un des meilleurs combattants pour, une fois qu'il est allé chercher son takedown, garder son adversaire là et bâtir son attaque à partir de la position du top control où il y a du ground and pound, où il passe bien la garde, où il est capable d'aller chercher le dos pour faire des soumissions, etc. Donc, Max Holloway avait pas le choix dans ce combat-là de pas juste planter ses pieds pour lancer des combinaisons de 8 punch comme il fait dans d'autres combats où il avait moins peur de se faire amener au sol. Et puis, il nous a vraiment donné une performance incroyable. Son takedown defense est complètement magnifique. Il s'est fait takedown, je pense, juste une fois en fin de round dans un des rounds, je pense au 2 ou au 3e, je suis plus trop certain en fait. Mais bref, un takedown seulement qui a marché pour Frankie Edgar sur combien? 13, 14 attempts au total. Donc, magnifique takedown defense. Son combat debout est absolument incroyable. Un des meilleurs qu'on aura vu. Son jab est absolument sensationnel. Il est le meilleur 145 livres. Il est l'homme à battre. Max Holloway, le king, the best is blessed, comme ils disent. Et puis, pour la suite des choses, juste assez simple, Alexander Volkanovski était présent à Edmonton. Il a déplacé de l'Australie à Edmonton pour faire 145 livres pile, en cas des fois qu'il arrive quelque chose avec un des deux combattants dans le main event, il n'est rien arrivé, mais ça prouve pas mal que oui, c'est lui le prochain number one contender. Maintenant,
Il y a beaucoup de gens qui voudraient évidemment faire ce combat-là à l'UFC 243 qui est à Melbourne. C'est le combat principal, on le sait tous, c'est Whittaker contre Israel Adesanya. Mais de mettre un autre combattant australien là qui challengerait pour un championnat, il y aurait 2 title fights, ça va nécessairement être une des plus grosses cartes de l'histoire de l'Australie, sinon pas la plus grosse carte. Donc je crois que l'UFC va quand même vouloir stacker ça, mais stacker ça avec du talent local. Et il n'y en a pas vraiment de meilleur qu'Alexander Volkanovski si on exclut les 2 gars qui sont déjà prévus pour le main event de la soirée, du moins chez les Australiens et les Néo-Zélandais. Donc, ça serait bien que ça ait lieu là, mais Max Holloway était vraiment très très intelligent dans sa réponse et on n'a pas le choix de respecter ce qu'il dit. C'est que oui, tu sais, il est down de se battre n'importe où, n'importe quand, mais veut vraiment prendre le temps d'aller voir ses médecins puis de passer des tests complets à la suite de ce combat-là pour être sûr qu'il est physiquement en mesure de le faire parce que ça serait un 4e title fight dans l'espace d'1 an, je crois, pour lui. Et puis, tu sais, Max Holloway, combattant très actif, qui fait souvent des 25 minutes, qui prend du dommage, qui vient de prendre le plus de dommages qu'il n'en a jamais pris dans le combat avant celui contre Frankie Edgar, et puis qu'il a eu des difficultés à faire le poids, qu'il y a eu une année avant de redevenir très actif. Il y a eu une année très difficile où une couple de fois il était retiré des combats à cause des blessures, des choses liées à la coupe de poids. Donc, il veut vraiment être certain d'être en bonne santé avant de se relancer dans un title fight autant rapidement que ça. Je vais vérifier l'UFC 243, je pense que c'est au mois d'octobre, ça ferait du sens parce que mois d'août c'est 241, donc UFC 243 c'est le 6 octobre exactement. Donc, tu sais, ça lui laisse quand même un petit délai, mais pas un temps gros délai que ça non plus. Tu sais, c'est se revirer de bord assez rapidement après un 5 rounds, d'immédiatement se réentraîner pour un autre combat de 5 rounds en Australie, hors de chez vous, loin de tout. Donc, c'est un passé bien pour Max Holloway, mais c'est clairement Alexander Volkanovski qui est next pour lui. Il reste juste à voir si ça va être à l'UFC 243 ou peut-être plus tard en novembre à New York, peut-être plus tard en décembre à Vegas, qui sait, mais d'après moi, d'ici la fin de l'année, Holloway contre Volkanovski, ça va arriver ce combat-là, absolument. Maintenant, Frankie Edgar, que, tu sais, il a bien fait dans les circonstances, il a affronté le meilleur. Je pense qu'il n'y a personne qui pensait qu'il allait gagner. Je pense que tout le monde pensait qu'il allait être là et être compétitif. Ces takedowns n'ont pas marché, mais il a quand même été compétitif. Selon moi, il n'a pas donné d'ennui à Max Holloway. Il n'y a aucun moment dans ce combat-là où je me dis « Oh, Max Holloway n'est pas en train de gagner. » Mais il n'y a pas aucun moment où je me dis « Oh, tu sais, ce combat-là va être arrêté à n'importe quel moment, tellement que c'est pas un combat compétitif entre les deux. » Donc, belle performance dans les circonstances de Frankie Edgar. La question après ça, c'est encore une fois, va-t-il faire le saut chez les 135 livres? Au stade où on en est, au stade de sa carrière, moi je pense que le weight cutting s'est voué à de plus en plus disparaître. Puis il y a vraiment des gars qui prouvent être très bons à des catégories de poids qui sont plus autre que celle qui devrait être. On va en parler d'un, justement, dans peut-être quelques combats seulement. Donc, tu sais, j'irais pas à 135 livres si j'étais Frankie Edgar. Je continuerai à 145 livres, là où il semble être en mesure de faire le poids de façon assez confortable. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de la division qui est bookée en ce moment, puis j'ai pas vraiment envie de le voir dans un autre rematch avec José Aldo ou des choses comme ça. Donc, j'irais peut-être un peu plus bas dans les rankings, puis je pense qu'anyway, Frankie rentre tranquillement dans la zone où il va être un gars contre qui tu vas tester tes prospects. Je lui donnerais Arnold Allen, tout simplement. C'est ça que je veux voir. Chris Cyborg, Felicia Spencer maintenant. Je pense que les deux choses qui ont été le plus discutées à la suite de ce combat-là, c'est à quel point Felicia Spencer est tough. Et 2, à quel point Joe Rogan était dans le champ dans ses commentaires de ce combat-là. Puis c'est vrai, il était vraiment dans le champ, tu sais. Dans ce milieu du premier round, il était en train de hurler à quel point, oh my god, Cyborg is gassed. Puis tu sais, Cyborg allait mourir tellement qu'elle était gassed. Puis finalement, elle s'est très bien débrouillée. Puis selon moi, elle avait pas l'air plus ni moins fatiguée que Felicia Spencer. Spencer a été incroyable, a été super game debout, a été game d'avancer puis de manger d'énormes coups de poing pour essayer d'en lander des bons en retour. Un peu à l'instar de Frankie Edgar,
elle a clairement perdu ce combat-là, je vous dirais presque chaque instant de ce combat-là. Mais elle a été très compétitive et très game à chaque instant de ce combat-là. Qui a fait que oui, c'est un 30-27, mais un des 30-27 les plus serrés que tu peux pas trouver selon moi. Et puis ça fait juste augmenter la valeur de Felicia Spencer là, de façon assez exponentielle. Maintenant, Chris Cyborg a terminé son contrat avec l'UFC, il l'a même dit à la conférence de presse. Il va falloir qu'il y ait des choses qui s'améliorent pour qu'elle signe une nouvelle entente avec l'UFC. Dana White a cependant mentionné qu'il était game de faire une clause spéciale One Fight Deal pour Chris Cyborg pour qu'elle fasse le rematch avec Amanda Nunes. Et puis là, si elle gagne, ben, elle devient champion de l'UFC. Fait qu'il y a la Champions Clause qui va s'appliquer, qui fait qu'elle doit re-signer avec l'UFC, qu'elle peut pas aller... Genre, après avoir gagné le championnat de l'UFC, elle peut pas juste dire ben j'avais un one fight deal donc se pousser avec la belt et s'en aller à Bellator. Cependant, si elle perd, ça serait son dernier combat avec l'UFC. C'est sûr que côté Women's MMA, c'est encore probablement le combat qui vendrait le plus. C'est encore aussi probablement le combat que je veux le plus voir. Parce que ça a tellement pas duré longtemps le premier coup, puis je vois... C'est sûr que Cyborg, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus calculée, puis elle l'a pas été contre Felicia Spencer, elle a essayé d'y arracher la tête dès les premiers instants du combat. Puis c'est pour ça que Joe Rogan après disait « Oh my God, she's so gas », parce qu'elle a eu une baisse de régime par rapport à comment elle a commencé le combat. Mais elle a commencé le combat comme une complète débile, puis c'est impossible qu'elle se batte comme ça pendant 15 minutes d'une manière ou d'une autre. Donc je m'attendais peut-être à voir une Cyborg plus calculée. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour un potentiel rematch avec Amanda Nunes, mais c'est quand même le combat que j'aimerais le plus voir, évidemment, et le seul combat que tu peux booker Cyborg dedans, là, présentement. Et c'est juste par le fait que ça n'a pas duré longtemps le premier coup, j'aimerais ça voir une Cyborg plus calculée, voir ce combat-là peut-être se prolonger et voir si le résultat serait le même, même si je pense que probablement. Sinon, si elle quitte, ce qui est une grande possibilité, je pense que c'est assez évident qu'elle va se retrouver à une de deux endroits, soit au Japon, à Ryzen, à faire des freak shows, ou avec Bellator, avec Scott Coker, qui était son promoteur dans le temps de Strikeforce et avec qui elle a une très belle relation. Personnellement, si elle s'en va, je veux absolument la voir à Bellator, parce que à part Felicia Spencer et Chris Cyborg et Amanda Nunes, mais... pas vraiment entre vous et moi. Il y a seulement qu'une autre très très bonne women's featherweight. Et c'est la championne Bellator, c'est Julia Budd, une autre Canadienne. Et elle n'a jamais affronté Chris Cyborg. C'est vraiment le combat que je veux voir si Cyborg quitte. C'est le combat qu'elle doit disputer en dehors de l'UFC. C'est contre Julia Budd. Et pour être franc, je pense que je suis peut-être même un peu plus intéressé de voir Cyborg contre Budd que de voir le rematch de Cyborg contre Nunes, même si c'est en Women's MMA, dans l'UFC, le combat que j'aimerais probablement le plus voir. Je pense que j'aimerais encore plus voir Cyborg contre Julia Budd. Donc, c'est un ou l'autre probablement pour elle. J'irais... ça va être un ou l'autre. Bref, c'est ce que je veux voir. Pour Felicia Spencer, autant son stock a augmenté de façon incroyable, autant c'est difficile pour elle de savoir qui elle va affronter dans son prochain combat. J'avais mentionné après l'UFC Sacramento qu'à cause qu'Aspen Ladd avait failli mourir à la pesée et tout, j'aimerais la voir se battre à 145 livres pour son prochain combat contre la perdante de Cyborg contre Spencer, en sachant très bien que ça allait probablement être Felicia Spencer. Je vais y aller encore avec cette suggestion-là. Je suis 100% conscient qu'Aspen Ladd ne va pas monter à 145 livres, va se battre à 135 livres à son premier combat, va encore essayer de mourir pour faire le poids, puis que c'est pas ce combat-là qui va arriver, mais c'est ce que j'ai envie de voir, fait que c'est le combat que je suggère pour l'instant. Felicia Spencer contre Aspen Ladd. Maintenant, Jeff Neal, Nico Price, as advertised, on savait que ça allait être complètement stupide, ça a été complètement stupide. Je m'attendais à ce que Jeff Neal gagne, je pensais que ça allait pas arriver jusqu'au moment où c'est juste arrivé. Donc, congrats, Jeff Neal est excessivement solide. Ça fait une coupe de combat où on le voit être un peu plus dans le trouble, puis quand même réussir à se sortir du trouble, puis aller chercher cette victoire-là, souvent par finish aussi. Donc, c'est un excellent combattant, c'est un gars à surveiller. D'après moi, si j'avais une genre de liste à faire des combattants à surveiller pour l'année 2020, dans chaque division de poids, liste que je pourrais très bien faire d'ailleurs, le chum Jeff Neal serait dans les gars le plus à surveiller chez les 170 livres. Il est plus en âge prospect, il est dans le prime de sa carrière en ce moment, mais on the rise dans cette division-là, c'est un des gars qu'on doit surveiller de près, un genre de Vicente Luque, qui pourrait très bien être son prochain adversaire s'il bat Mike Perry d'ailleurs, mais je pense que
j'aimerais, en fait, plus que je pense, voir Jeff Neal être introduit dans le top 15 par quelqu'un qui est comme dans le bas du top 15, ou voir juste peut-être en dehors du top 15, peut-être le 16e meilleur au monde ou le 17e meilleur au monde à ce poids-là. Et puis je pense que ce gars-là, c'est Michael qui est ça, puis je pense que ça ferait tout un combat, et un combat qui nous permettrait de voir le grappling de Neal qu'on a vu sous forme de defensive wrestling de façon très, très efficace. Mais on s'entend que Michael Chiesa, s'il n'est pas capable de te take down, il va absolument pull guard sur toi. Donc ça nous permettrait de voir où est le combat au sol de James Neal avant de James Neal. Tabarnouche, hein? On parle absolument pas de James Neal si on parle bien de Jeff Neal. Mais où est le combat au sol de Jeff Neal? Parce que si ce gars-là devient autant élite que je pense qu'il peut le devenir, va avoir affronté de très bons combattants au sol. Donc j'aimerais avoir une idée de y est où dans son combat au sol contre un gars qui va absolument le forcer à grapple. Ce gars-là, c'est Michael Chiesa, selon moi. Pour ce qui est de Nico Price, c'est absolument le gars qui va en gagner un, en perdre un, en gagner un, en perdre un, mais on s'en fout. C'est un des action fighters les plus incroyables dans l'UFC. Quand il gagne, c'est toujours absolument spectaculaire. Quand il perd, c'est toujours absolument spectaculaire aussi. Donc je veux juste le voir contre d'autres action fighters. Un d'entre eux est Alex Cowboy Oliveira. Donc book that shit. Nico Price, Alex Cowboy Oliveira. Maintenant, on va passer à la portion plus plate du vidéo. On va parler de nos deux Québécois qui malheureusement se sont inclinés. Et puis c'est triste pour les deux, même personnellement, je trouve que c'est plus triste pour Olivier Aubin-Mercier qui a maintenant perdu 3 combats consécutifs. Et oui, c'était vraiment contre d'excellents combattants. Alexander Hernandez est dans le top 15, voire même le top 10 présentement, selon moi, chez les 155 livres. Gilbert Burns allait toujours être un match-up absolument merdique pour Olivier Aubin-Mercier, qui est un bon grappler, mais que tu veux absolument pas aller niaiser au sol contre Gilbert Burns, qui est un champion du monde de jiu-jitsu brésilien, qui peut absolument détruire n'importe qui au sol, et qui est aussi un très bon power puncher, comme on a vu dans ce combat-là. Et finalement, contre Arman Tsarukyan, qui est juste comme le ou un des 2 meilleurs prospects dans la division. Puis avant qu'il arrive dans l'UFC, j'avais ce feeling-là. Après son combat contre Islam Makhachev, j'avais encore ce feeling-là. Ça l'a comme un peu confirmé, mais j'étais pas prête à dire là, sur tous les toits, oui, Arman Tsarukyan, un des 2 meilleurs prospects à 155 livres, la meilleure division de poids de l'UFC. Mais je vous l'annonce officiellement après ce combat-là contre Olivier Aubin-Mercier. Arman Tsarukyan est un des 2 meilleurs prospects dans la division. L'autre, selon moi, c'est Gregor Gillespie. Ces 2 gars-là sont en route vers le top 15, sont en route vers l'élite, sont en route vers le top 15, sont en route vers des title shots. Je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est ça qui va arriver avec ces gars-là. Et ils ont tous les deux un point en commun, comme je le mentionnais un peu plus tôt. C'est vraiment des undersized lightweight. Mais c'est des undersized lightweight qui sont tellement athlétiques, tellement explosifs, qui sont certains des meilleurs lutteurs qu'on a vus. Puis que le fait qu'ils sont juste athlétiques et explosifs et doués généralement dans les sports, ça fait qu'ils apprennent facilement et bien le striking. Puis je pense qu'Arman Tsarukyan a une petite coche sur Gregor Gillespie en termes de striking. Gregor Gillespie, c'est plus un zombie style striker, va te courir après, va manger tous tes meilleurs punches, puis va lancer des gros hooks en counter en espérant te taguer pour que le temps que tu essaies de te remettre du fait que tu t'es tagué, qu'il te shoot des jambes puis qu'il te take down. Arman Tsarukyan, c'est un gars qui s'est entraîné au Tiger Muay Thai, c'est un gars qui s'entraîne au ATT maintenant, c'est un gars qui a de très belles formations en striking, que c'est un bon... ce gars-là, tu l'envoies dans un combat dans la cage, tu dis, si tu as juste le droit de kickboxer, va probablement bien s'en tirer contre une bonne majorité des gens. Quand il va affronter les strikers élites de la division, les Ferguson, les de Donald Cowboy Cerrone, les Edson Barboza, dans des combats de striking pur, ne sera pas avantagé, va quand même, selon moi, être compétitif, puis il va toujours avoir sa lutte dans son back pocket qui est absolument incroyable. Et puis Arman Tsarukyan a été chanceux contre Olivier Aubin-Mercier, on doit le dire, il a été chanceux. Le premier round, je pense que ça allait toujours se passer comme ça s'est passé. Arman Tsarukyan, c'est un tank, c'est un gars qui va de l'avant puis qui veut s'imposer physiquement avec sa lutte dès les premiers instants du combat, en espérant que ça brise tout simplement son adversaire puis qu'il puisse le rider pendant 15 minutes de façon facile jusqu'à une victoire sans prendre trop de dommages. Ça n'a pas marché avec Olivier Aubin-Mercier, cependant. Il a réussi à avoir un bon premier round, mais Oli a pris ses reads, on dirait, dans ce round-là. A comme un peu feel qu'est-ce que c'était de se faire lutter par Arman Tsarukyan. Et puis a décidé d'apporter des ajustements dans sa stratégie pour s'arranger, pour que ça arrive le moins possible. Puis au deuxième round, il a sorti des coups de genoux absolument incroyables, dont un sur un takedown attempt qui a complètement plié les genoux d'Arman Tsarukyan, mais qui s'est quand même tombé à genoux à terre puis qui a essayé de continuer
continuer son takedown à thème qui n'a pas marché, mais digne d'Earthquaker Gillespie, là, littéralement, qui avait mangé un flying knee de Glyco Franca sur un takedown à thème, puis au lieu de se faire knocker comme tout bon humain, a juste attrapé le flying knee, puis fini un double leg takedown sur la séquence. Donc, c'est pas ça qui est arrivé avec Arman, mais tu vois quel genre de gars à qui on a affaire ici. Tu sais, menton incroyable, super tough, super athlétique, super explosif, fort physiquement, très technique. Autant dans son striking que dans sa lutte. Sa lutte est plus avancée techniquement, mais c'est un gars qui essaie de rester quand même technique dans son striking, même si son niveau technique n'est pas autant développé que certains autres strikers. Mais bref, deuxième round, Oli Aubin-Mercier a absolument gagné ce round-là. A gagné de la confiance aussi dans le combat. On le voyait, commençait plus à se filer, là, commençait plus à sentir qu'il allait potentiellement être en mesure de gagner ce combat-là contre un adversaire excessivement tough et de haut niveau. Là, Arman Tsarukyan, faut se le dire, se bat genre depuis 2015, quelque chose comme ça. Donc, il reste encore 2 bonnes années de prospect, puis il est déjà proche de l'élite mondiale. Donc, ce gars-là va continuer de se développer et va être un complet monstre. Mais il y avait une fenêtre pour Oli. Là. Après 2 rounds, c'était clairement 1-1 dans ce combat-là. Et puis, ça allait être le 3e round qui allait tout décider. Oli a bien fait dans ce début de round-là, a très bien fait, mais je vous dirais, juste avant la moitié du round, a essayé un takedown qui a raté, puis s'est juste retrouvé en dessous d'Arman Tsarukyan, qui a juste sauté sur l'opportunité, puis qui a décidé qu'Olivier n'allait juste pas se relever de là. Puis oui, peut-être Oli a manqué quelques bonnes opportunités de mettre les pieds dans les hanches, puis juste quand Arman se relevait pour justement aller chercher un gros coup de puissance en ground and pound, oui, stackait bien quand même les hanches d'Oli avec ses propres hanches, un mouvement de l'avant avec ses hanches pour un peu stacker, empêcher Oli d'être mobile avec ses jambes. Puis oui, il le faisait quand même bien, mais il y avait quand même, je pense, une manière pour Oli de juste framer un peu dans les hanches avec ses pieds, puis de se créer un peu d'espace, d'essayer de se relever. C'est sûr que c'est facile de dire ça. Oli devait être conscient qu'à la seconde près qu'il allait focuser pour sortir de là. C'est à ce moment-là que le coup de puissance en ground and pound allait arriver, parce que là, t'as pas le choix de focuser ses mains puis essayer de... T'sais, on voyait que Oli essayait vraiment d'établir ses grips sur les poignets d'Arman Tsarukyan pour l'empêcher de délivrer ces gros coups de puissance-là qui peuvent être fatals dans un combat comme ça. Donc, Arman n'a pas beaucoup donné d'opportunités à Olivier Aubin-Mercier de se relever. Il y en a peut-être eu 1 ou 2 qui n'a pas réussi à capitaliser dessus, mais Arman, quand il a réussi à saisir le top control, le savait qu'il restait quand même beaucoup de temps dans ce round-là, puis que si Oli ne se relevait pas, il allait remporter ce round-là et ainsi clairement remporter le combat 2 rounds à 1. Et puis c'est ça qui est arrivé malheureusement pour Olivier Aubin-Mercier. Puis ça me fait mal au cœur parce que tabarnouche, il a perdu 3 combats de suite, puis j'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer son parcours dans l'UFC parce que il est de calibre. Dans ces 3 combats-là qu'il a perdu, ne s'est pas fait complètement laver, ne s'est pas fait humilié, ne sait pas, il a pas montré qu'il n'était pas de niveau UFC, qu'il n'était pas capable de compétitionner avec ces gars-là qui, selon moi, dans l'espace de 1 an encore, vont les 3 être dans le top 15, voire le top 10 mondial. Arman y va, Gilbert Burns y est plus proche que jamais d'y être, et puis Alexander Hernandez y est déjà. Donc j'aimerais que l'UFC donne une chance à Oli, lui donne un step down en compétition, un gars comme Alexander Yakovlev, un gars, je disais, quelqu'un de Desmond Green-esque, mais pas en prison. Donc, tu sais, des gars de middle of the division, parce qu'on a vu Oli être capable, puis il a besoin d'une victoire pour rebondir. Puis non, il n'y a pas de victoire facile dans l'UFC, non, il n'y a pas de combat facile dans l'UFC, mais je pense qu'Olivier Aubin-Mercier est quelqu'un qui apporte de la valeur aux produits de l'UFC au Canada. C'est quelqu'un qui est populaire partout à travers le Canada, le Canadian Gangster. Les gens savent c'est qui, les gens ont envie de le voir. Puis oui, il a perdu quelques combats. Et puis oui, des fois en MMA, sur le coup, ça fait mal, puis une séquence de 3 défaites, mais en MMA, les partisans oublient très, très, très rapidement. Et puis, Olivier Aubin-Mercier n'a juste qu'à revenir sur le chemin de la victoire, puis les gens vont déjà vouloir le revoir dans des plus gros combats, puis il va être capable de se rebâtir à partir de là. Donc, j'espère qu'il lui donne l'opportunité de se rebâtir. Je lui donnerai Alexander Yakovlev dans son prochain combat. Pour ce qui est d'Arman Tsarukyan, je donnerai une shot au top 15, carrément.
Carrément. Et puis la semaine dernière à l'UFC San Antonio, j'avais dit James Vick, je voulais le voir contre Leonardo Santos. James Vick a depuis annoncé qu'il allait se battre chez les 170 livres. Ça laisse donc Leonardo Santos sans adversaire. Il est, selon mes rankings, au numéro 15 dans la division. Et puis, selon les rankings dans l'UFC, je pense pas qu'il est ranké, mais on s'entend que c'est un gars qui a une victoire sur Kevin Lee, qui a jamais perdu dans l'UFC. Je pense qu'il est 5-0 avec un draw ou 4-0 avec un draw, quelque chose comme ça. Donc, il est proche d'être dans le top 15, même si selon les rankings bidons de l'UFC, il n'est pas dans le top 15 en ce moment. Donc, Arman Tsarukyan, Leonardo Santos, pour faire une histoire courte, c'est le combat que je veux voir prochainement. Puis ça sera un match-up absolument incroyable, parce que t'en as un qui essaierait de lutter, puis l'autre est un des meilleurs players de garde papillon en dessous. Et puis ça serait absolument malade de voir Leonardo Santos pouvoir faire un combat de Drew dans l'UFC, parce que souvent dans ces combats, il finit par striker ses adversaires et avoir du succès là parce qu'il est tellement grand et tellement long pour la division. Mais j'aimerais ça le voir se faire forcer à grapple pour qu'il nous sorte du bon grappling. Donc Arman Tsarukyan, Léo Santos. Maintenant, parlons-en du combat que vous êtes probablement en train d'écouter cette vidéo-là depuis 20 minutes pour entendre parler de. Et c'est le combat entre Marc-André Barriault et Krzysztof Jotko, qui s'est terminé par une décision partagée en faveur du combattant polonais. Donc encore une fois, Marc-André Barriault qui dispute un combat contre un combattant du top 20 mondial puis qui passe à ça de le battre. Contre Sanchez, il a vraiment passé à ça de le battre, selon moi. Contre Krzysztof Jotko, à première écoute, je faisais le live stream, j'essayais de répondre au chat, j'écoutais le combat. J'ai scoré ça 3-0 pour Krzysztof Jotko. J'ai réécouté le combat depuis, j'ai même pris des notes sur mon cell que je vais ouvrir à l'instant. Mais j'ai réécouté le combat et puis c'est un 29-28 selon moi pour Krzysztof Jotko ce combat-là, après une deuxième et une troisième écoute. Et Marc-André semble dire, par après, j'ai lu 2 articles, j'y ai parlé aussi un peu à Marc, évidemment, c'est mon ami, je le dirai jamais assez. J'ai l'impression aussi que des fois, c'est ça qui fait que je trouve un moyen, je me base un game plan dans ma tête en disant, oui, ça c'est le game plan pour battre Krzysztof Jotko, donc là, Barriault va l'appliquer, puis of course, va être capable de l'appliquer, puis c'est pour ça que souvent, je prédis mal l'issue de ces combats. D'ailleurs, c'est ma seule mauvaise prédiction sur l'UFC 240. J'avais prédit Marc-André Barriault sur Jotko, ça n'a pas été le cas. J'ai eu tous les autres combats, j'ai eu les bonnes prédictions, donc j'aurais gagné 15 000 $ si j'avais gagé là-dessus à l'auto, mais bref, ça pour dire. Peut-être que ce sera pas long, ma note. Ok, là, je l'ai. Donc c'est ça, comme je disais, 3 rounds, j'ai donné les 2 premiers à Jotko. Ah ben réécoute, le 3e round selon moi est un round à Marc-André Barriault. C'est le 2e round selon moi qui a été vraiment le point tournant dans ce combat-là. Je peux le voir aller un peu des deux côtés, bien que moi j'étais assez confiant là, dans mon score final de 29-28 pour Krzysztof Jotko. Il a dominé ce round-là positionnellement. Et il a passé vraiment plus de temps dans des positions en contrôle que Marc-André a passé de temps à créer de l'offensive. Mais cependant, si tu regardes les highlights de ce round-là, à la fin du round, c'est juste des highlights de Marc-André Barriault. Littéralement, Krzysztof Jotko n'a rien fait qui est digne d'un highlight dans ce 2e round-là. Cependant, a eu les bonnes positions dans le clinch, a essayé des takedowns qui n'ont pas réussi, mais qui ont fait qu'il y a plus les positions dans le clinch, les positions de contrôle, très très actif aussi dans le clinch, Krzysztof Jotko, avec ses coups de genoux. C'est quelque chose qui a pesé beaucoup dans la balance dans ce combat-là, parce que oui, Marc-André s'est retrouvé quand même dans de longs moments avec son dos contre la cage, mais non seulement ça arrivait, mais Krzysztof Jotko lançait des petits coups de genoux sur ses cuisses, des petits coups de genoux au corps, et ça sans arrêt. Donc ça n'a pas le choix de scorer ça sur les cartes des juges. Puis j'ai vu quelques personnes dire « Ah, Krzysztof Jotko fuyait Marc-André Barriault après ». Pour être franc avec vous, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Krzysztof Jotko, à chaque moment de ce combat-là, essayait de faire quelque chose. Oui, Andrew Sanchez a clairement fui Marc-André Barriault pendant tout le combat et dès qu'il a eu la chance, le coller contre la cage. Souvent, dans ce combat-là, c'est Marc-André Barriault qui initiait le clinch. Cependant, donnait des underhooks, se faisait virer le dos contre la cage. C'est de là que Jotko essayait des takedowns, que Marc-André a très très bien défendu, même si
Je pense qu'il y a peut-être des petits ajustements là, à faire. C'est pour ça que j'ai mes notes ici. Je disais, il donne des underhooks dans le clinch. Ça a été, je pense, c'est l'affaire la plus importante. Marc-André initiait le clinch, essayait d'être offensif dans le clinch, mais finissait par donner un double underhook. Puis avec le double underhook, Chris Jotko le virait facilement, le mettait le dos contre la cage. C'est de là qu'il lançait ses coups de genoux qui ont été très significatifs dans le combat sur les cartes des juges et qui essayait ses takedowns qui n'ont pas réussi, mais qui ont fait que Marc-André a passé des périodes prolongées avec son dos contre la cage où il n'était pas en train d'essayer de créer de l'offensive. Ensuite, des deux fois, Marc-André a essayé des power takedowns dans ce combat-là. Et puis, ça a viré contre lui les deux fois. Le premier coup, s'est retrouvé en dessous, a réussi à se relever. Le deuxième coup, s'est retrouvé mounté. Heureusement, le round a fini. C'était le deuxième round. Mais dans un round, je pense qu'il a si bien été pour Marc-André, où il y a eu la majorité des highlights, même s'il est un peu fait contrôler. Je pense que, oui, il voulait aller chercher une belle image avec un gros takedown puissant en fin de round pour aller chercher ce round-là. Cependant, le fait de finir ce round-là, après avoir raté un takedown, c'est pas une belle image pour les juges, puis je serais pas surpris que ça soit ce moment précis-là du combat qui a fait que 2 des 3 juges ont tout simplement donné le deuxième round à Christophe Jotko, et puis que ça a fait qu'il a gagné ce combat-là 29-28 sur 2 des 3 cartes. Donc, ça, c'est un élément à surveiller. Tu sais, souvent, oui, c'est beau aller lever le gars, aller chercher un beau power takedown, mais si t'es in sur un bon double leg, va finir ton double leg. Pas de façon spectaculaire, fais juste traîner le gars au sol. C'est plus important d'avoir le gars là et d'être par-dessus lui que de le faire de façon spectaculaire. C'est un lutteur à la Khabib Nurmagomedov. Oui, tu peux faire des choses spectaculaires. Si t'es Rustam Khabilov, oui, tu peux faire des choses spectaculaires. Tu peux suplex des dudes. Mais si t'es Marc-André Barriault pis t'as la chance de take down Christophe Jotko, puis de passer, serait-ce qu'une 2 secondes sur le top de lui à la fin du round, tu viens d'avoir un bon round, tu as landé des bons coups dans le clinch quand même si tu es un peu fait contrôler. Bang, tu finis avec un takedown, t'es sur le top de lui, une petite shot en ground and pound, n'importe quoi, juste l'image de finir le round sur le top du gars, d'après moi, ça donnait le combat à Marc-André Barriault. Donc, c'est un passé si bien pour le prochain coup. Juste peut-être aller chercher son takedown, pas essayer de lever le gars puis de le lancer cul par-dessus tête puis de finir en dessous en montée complète. C'est l'inexpérience qui parle encore un peu pour Marc-André, je pense que puis quand que, tu sais, t'affrontes des gars du top 20 mondial, t'affrontes des gars qui, comme Christophe Jotko, qui est absolument pas le meilleur striker de la division. Tu sais, si on faisait une liste 15 meilleurs strikers middleweight, Christophe Jotko ne serait pas là. Une liste des 15 meilleurs lutteurs middleweight, Christophe Jotko serait absolument pas là. Une liste des 15 meilleurs grapplers middleweight, Christophe Jotko est pas là. Mais top 15 des combattants les plus complets dans cette division-là, qui est absolument capable de tout faire, que si tu as du succès contre lui debout, va te battre dans le clinch. Si tu as du succès contre lui dans le clinch, va te take down, va te battre au sol. Si tu as du succès contre lui au sol, va réussir à garder ça debout. Il est toujours tellement complet qu'il peut utiliser tous les aspects des arts martiaux pour gagner le combat, puis c'est clairement ça qui a fait la différence dans ce combat-là. Donc dans mes notes encore, Marc-André, une note positive, très belle pression dans ce combat-là. Lorsque Marc-André se retrouvait les 2 pieds sur la ligne noire et puis que Christophe Jotko essaie de se déplacer latéralement avec le dos contre la cage, mais en situation de striking, pas en situation de clinch, c'est là que Marc-André a eu son plus beau succès dans ce combat-là. Puis oui, souvent se punchait dans le clinch pour essayer d'aller chercher ses gros uppercuts. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'était pas en contrôle du clinch dans ce combat-là, ne gagnait pas les échanges dans les clinch, principalement à cause de la lutte de Christophe Jotko qui était bon pour aller chercher ses bons underhooks, qui était bon pour virer l'action puis rendre ça en sa faveur dans le clinch. Et puis il n'y a pas d'ajustement qui a été fait à cet effet-là du côté de Marc-André Barriault et de son équipe. Il cherchait encore le clinch même au 3e round, et puis je pense juste que Marc-André passait tellement de bons moments, des moments qui paraissaient bien, même si il lançait juste un coup à la fois, travaillait pas vraiment en combinaison. Quand il y avait les 2 pieds sur la ligne noire, puis qu'il stalkait Chris Jotko, qui essayait de circle around pour pas se retrouver dans le wheelhouse de Marc-André Barriault, pour pas se faire frapper trop fort par Marc-André Barriault, c'est là que Marc-André a eu ses meilleurs moments du combat, même si, comme j'ai dit, il landait pas un volume incroyable de strike. Il était dur à backer de là. Des fois, quand que le clinch terminait, qu'il un des deux qui réussissait à séparer puis que ça resetait dans le milieu, mais là Chris Jotko pouvait avancer avec une combinaison, finir ça avec un kick, puis il y avait comme
l'espace derrière lui pour se propulser dans une attaque vers l'avant. Quand il circle around parce qu'il y a le dos contre la cage, il n'y a pas la propulsion avant pour empêcher Marc-André Barriault de continuer de le stocker de là. Donc si Marc-André n'avait pas initié le clinch dans ces moments-là, était juste resté là à stocker, même s'il lançait pas un volume incroyable de strike, juste envoyer des petits inside leg kicks ici et là contre le gaucher, ça se fait super bien. Et puis juste demeurer actif sans vouloir à chaque fois que tu l'aimes d'un coup y arracher la tête. Juste envoyer des strikes là, puis être actif, puis demeurer dans cette position-là où tu stockes ton adversaire qui circle around, puis c'est toi qui va de l'avant, puis qui lance des coups. Ça, c'est définitivement quelque chose qui aurait donné ce combat-là à Marc-André Barriault, selon moi. Mais Marc-André semblait vraiment décidé à aller dans le game, puis je le sais que c'était dans le game plan, puis je le sais que pas mal tout le monde, incluant moi, s'attendait à ce que Marc-André soit supérieur à Chris Jotko dans le clinch. Mais comme Chris Jotko m'avait dit, quand il a fait le podcast avec moi, il sentait que Barriault était quand même prédictible comme combattant puis qu'il allait littéralement tout voir venir ce qui allait à lui. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est arrivé. Marc-André ne lançait qu'un coup à la fois et puis initiait le clinch, puis faisait souvent les mêmes choses. Puis ça fait que Christophe Jotko les voyait tout simplement, puis il pouvait, même quand il se faisait stalker, même quand Marc-André initiait le clinch puis il avait son dos à la cage, il voyait les choses que Marc-André voulait lui faire, était capable de prendre les étapes en mesure de ne pas se faire ces choses-là par Marc-André, de défendre et de reprendre le contrôle, c'est-à-dire du combat. Donc un petit edge technique puis un gros edge d'expérience là, en faveur de Christophe Jotko qui se retrouvait dans la cage de l'UFC pour la 12e fois. Marc-André, c'était la 2e fois. Donc quand Marc-André aura 10 combats de plus dans l'UFC, ça va paraître dans sa game, ça va paraître dans la manière dont il bouge dans la cage, les petites choses qu'il fait, et puis c'est encore ça qui a paru dans ce combat-là. Mais tabarnouche, c'est ambitieux de la part de Marc-André Barriault que dès ses débuts dans l'UFC, oui, je le sais, ton premier combat, pas toi qui le choisis, tu prends ce qu'il te donne, c'était Andrew Sanchez, c'était un dur test, c'est arrivé comme c'est arrivé, ça passait à ça. Deuxième combat, Marc-André avait des choix, est allé pour le choix le plus difficile, probablement parce que c'est le premier qui avait dit oui, puis Marc-André voulait avoir un combat à cette date-là, j'en suis bien conscient, mais tu sais, il va falloir retourner au bas de l'échelle. Comme je disais hier à Marc-André quand je lui parlais, là, c'est le temps de retourner en bas de l'échelle. C'est le temps d'aller sentir l'expérience que tu as gagnée contre 2 top 20 mondiales en affrontant quelqu'un qui a la même expérience que toi dans l'UFC. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la même expérience que Marc-André dans l'UFC, c'est-à-dire 1 ou 2 combats, qui ont déjà affronté des adversaires du calibre que Marc-André a affronté dans sa jeune carrière UFC. Donc oui, c'est 2 défaites. Oui, c'est 2 défaites qui auraient très bien pu être 2 victoires ou une victoire, une défaite, parce que les deux étaient à ça. Le premier combat était à ça parce qu'il pensait pas que je vais le finir. Le deuxième combat était à ça parce que même si je m'attendais pas à avoir une décision partagée, selon moi, le combat entre Olivier Aubin-Mercier et Arman Tsarukyan a été plus serré que celui entre Marc-André et Christophe Jotko, dans le sens que j'ai toujours trouvé que Christophe était peut-être un petit step en avant de Marc-André Barriault, puis voyait les choses que Marc-André allait lui faire dans ce combat-là. Et puis oui, Marc-André a réussi à rendre ça razor close, a réussi à faire que c'est des mini-détails dans chaque round qui ont donné le combat à Christophe Jotko, mais tous les mini-détails allaient, selon moi, en faveur de Christophe Jotko dans ce combat-là. Contrairement à Ali, qui a clairement, selon moi, gagné la moitié du combat et perdu l'autre moitié du combat, mais il a perdu peut-être un peu plus que la moitié du combat. Donc ça fait que t'as comme pas le choix de donner un 29-28 très très clair à Arman Tsarukyan dans ce combat-là, contrairement au combat à Barriault qui laisse vraiment plus place à l'interprétation. Mais selon moi, c'est ça, Marc-André doit juste retourner au bas de l'échelle puis la gravir là, lentement cette échelle. C'était super ambitieux de vouloir arriver là puis boum, affronter les top 20 mondial puis en gagner un jour ou l'autre un de ces combats-là puis se retrouver dans cette position-là immédiatement. Mais ça sera pas le chemin que Marc-André Barriault va prendre dans l'UFC. Il doit retourner au bas de l'échelle, doit affronter des gars de son expérience et puis bâtir de là. Je vous le dis, guys, ça va paraître. Ça va paraître quand Marc-André va se retrouver dans la cage contre quelqu'un qui a la même expérience que lui dans l'UFC, entre guillemets, mais qui n'a pas affronté un Chris Jotko, qui n'a pas affronté un Andrew Sanchez. Ça va paraître, on va voir un Barriault qui sait plus qu'est-ce qu'il fait dans la cage que son adversaire, qui va être plus confortable dans la cage que son adversaire, puis qui, quand il va se rendre compte que c'est juste pas le même niveau entre le top 20 et le top 40-50 mondial, va se rendre compte que c'est beaucoup plus facile pour lui là d'être justement un des combattants les plus dominants dans ce niveau plus bas là, jusqu'à temps qu'il regravisse les échelons jusqu'au top 20 mondial, où
où je suis encore confiant qu'il peut se rendre. C'est encore un combattant qui peut être un très bon action fighter du top 20, du top 15, voire même Marc-André Barriault si toutes les pierres s'alignent un jour. Mais pour l'instant, est inexpérimenté, n'a jamais affronté des combattants, de la trempe des combattants qu'il a affronté dans ses 2 derniers combats. C'est vraiment le temps pour lui de prendre ça un peu plus relax, de revenir à sa source, comme il l'a dit. Il était peut-être un peu perdu entre oui, je vais être un animal, je vais être violent, je vais être le Marc-André Barriault que les gens connaissent, un bagarreur pur et simple. Mais là, on est dans l'UFC. Je dois être plus technique, je dois avoir un game plan, je dois appliquer une stratégie précise. Je pense que la clé pour Marc-André Barriault se retrouve un peu dans le milieu de ça. Oui, dans l'UFC, tu dois appliquer une stratégie, tu dois avoir un game plan, tu dois avoir une idée, un process de comment tu veux battre cet adversaire-là précisément. Mais tu dois laisser aller aussi tes mains, tu dois laisser aller aussi tes techniques, tu dois amener le combat dans tes points forts. Puis le point fort de Marc-André Barriault, c'est de stalker son adversaire, puis d'y envoyer des gros coups de poing en pleine gueule. Puis oui, en recevoir en retour, on fera pas semblant que Marc-André Barriault est un defensive wizard qui est impossible à toucher, mais c'est ça sa force, comme un Max Holloway un peu, d'être là, dans ta face, puis à chaque fois que tu le frappes, il te frappe encore plus fort. Puis on l'a vu dans ce combat-là, il n'y a pas de moment où il a failli finir Krzysztof Jotko, mais quand Barriault frappait, ça faisait beaucoup plus mal que quand Krzysztof Jotko frappait, et ça paraissait. Donc, quelques petits points négatifs à tirer de ça, quelques points très positifs à tirer de ça, quelques petits ajustements à apporter, mais rien qui me faisait « Ah, Marc-André Barriault n'est pas de calibre UFC, n'est fini, n'aura jamais de carrière dans l'UFC. » Rien de tout ça. Le gars a affronté des top 20 mondiales, ça fait 200 fois, je le dis, mais tabarnouche, guys, il faut pas prendre ça à la légère. Le calibre dans l'UFC est très très haut, puis ces gars-là du top 20, des fois, ils ont des fiches qui ont pas l'air de grand-chose, comme Andrew Sanchez, comme Chris Jotko, 24, c'est une très très belle fiche, 21-4 maintenant, c'est une très très belle fiche, mais des fois, ils ont des fiches qui ont pas l'air de grand chose, mais quand ça fait 10 combats que t'es dans l'UFC, si t'es 5-5, t'es pas mauvais, ça te donne peut-être une fiche de 13-7, quelque chose de même, que tu disais, c'est une fiche de combattant régional, ça, mais quand tu as une fiche de 13-7 sur la scène régionale, puis une fiche de 13-7 dans le top 20 de l'UFC, c'est pas la même fiche, puis c'est pas le même calibre de combattant. Puis ça, Marc-André Barriault, il a goûté dans ses 2 premiers combats, puis il a goûté en étant très compétitif. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est plate pour lui, c'est plate de dealer avec la défaite, puis tu sais, tout son entourage, tout le monde est là pour lui, puis j'ai pas de doute là, que Marc-André va très bien s'en sortir, parce que quand tu regardes The Greater Scheme of Things, c'est pas la manière que tu veux commencer ta carrière UFC, mais tabarnouche que ça pourrait être payé pour Marc-André Barriault, puis je pense que on doit regarder vers le futur avec beaucoup d'optimisme dans son cas. On va faire ça plus rapidement pour la carte préliminaire parce que ça fait 40 minutes qu'on se parle, puis moi le stockage sur mon iPad avec lequel je le filme, je le sais pas il est où, fait que ça se peut un moment donné que ça coupe juste abruptement, puis si ça coupe abruptement, puis il me manque un ou 2 combats, je ferai juste vous écrire c'est quoi les match-ups pour ces combats-là, puis ce que j'en ai pensé brièvement, parce que je vais pas refilmer pour 3 minutes de ça. Bref, Alexis Davis, Viviane Araujo. C'est un des combats que je pense que je doutais le plus de ma prédiction. Finalement, c'est allé comme j'allais. Je pense juste que Viviane Araujo était trop rapide pour Alexis Davis. Et puis j'ai aimé la voir peut-être un peu plus calculée. Je sais pas si je peux te dire ça dans ce combat-là. Mais Viviane Araujo est très rapide, mais elle est folle, puis elle va all-in jusqu'à temps qu'elle se gazote complètement, qu'elle n'ait plus rien, puis c'est là que des fois, elle fait juste perdre. Contre Alexis Davis, on dirait qu'elle est allée un peu moins all-in, puis elle savait c'était quand le moment où elle avait utilisé beaucoup de gaz, puis là, il fallait qu'elle pogne une petite période off pour regroup avant de recommencer. J'ai aimé ça voir ça. Belle victoire pour elle. J'aimerais la voir affronter Jillian Robertson, tout simplement. On va en parler plus bas de Jillian, mais grosse performance pour elle. Pour ce qui est d'Alexis Davis, t'as encore une bonne combattante, une bonne, je te dirais, journeywoman, gatekeeper du top 10. Je pense que là, après cette défaite-là, on peut la classer peut-être en bas du top 10, position 12 à 15 dans cette division-là, mais c'est définitivement la genre de combattante que tu dois battre pour aller dans le top 10. Il y en a d'autres comme ça dans cette division-là, et puis je pense que Davis va affronter beaucoup de prospects, oui, mais là, après 3 défaites consécutives, j'aimerais la voir affronter la gagnante de Mara Romero Borella contre Lauren Murphy, qui va avoir lieu la fin de semaine prochaine à Newark, au New Jersey, et puis je pense que ce sera une manière que une justement de ces journeywoman gatekeepers du top 15 réussissent à tout simplement avoir une victoire. Que ce soit Davis ou que ce soit la fille qu'elle affronte, je pense que ça va être le combat pour savoir qui est l'ultime gatekeeper dans la division 125 livres, l'ultime gatekeeper du top 10. Maintenant, Hakeem Dawodu
Ça a été raide en commençant, c'est fait dropper 2 fois, mais c'est pas fait dropper genre boum, il se fait exploser, il se fait dropper, c'est plus trop il est où. C'est tout le contraire qui est arrivé. Je pense que c'est juste, il essayait de se déplacer, puis le punch l'a comme un peu tagué pendant qu'il essayait de se déplacer, fait qu'il a un peu glissé, puis s'est retrouvé au sol, puis s'est retrouvé, s'est relevé immédiatement. Donc, un début slow, je pense que c'est un peu une gimmick pour Hakeem Dawodu de commencer ses combats tranquillement. Un genre de slow starter qui aime avoir ses reads, et puis à partir du deuxième round, là, commence vraiment à construire son attaque, lance son jab, lance des leg kicks, puis construit pas mal tout alentour de ça, construit ses combinaisons alentour, je vous dirais, de ses leg kicks puis de son jab. Très bon combattant, très bon Muay Thai, superbe knockout au 3e round, très belle performance, et a mérité 50 000 $ de bonus, et je pense que c'est quelqu'un que j'aimerais voir affronter un grappler dans son prochain combat. Quelqu'un qui va essayer de le smother parce que il a un bon mouvement, il bouge bien. J'aimerais le voir contre juste quelqu'un qui va vouloir le mettre contre la cage, peser sur lui, être déplaisant. Parce que s'il est capable de battre ce match-up-là à un mid-level, ça va être intéressant de le voir après move-up dans la division puis affronter des défis plus importants. Donc c'est Rick Glenn, ce match-up-là, que j'aimerais voir Hakeem Dawodu disputer. Maintenant, Yoshinori Ori a bien fait dans les circonstances, semble un bon counter-striker, quelqu'un qui va être assez intéressant, et puis il y a un match-up qui est idéal pour lui, c'est littéralement Sung Woo Choi, sur une carte n'importe où en Asie, là, que ce soit en Chine, au Japon, en Corée, je sais qu'ils vont en Corée d'ici la fin de l'année, donc ça serait parfait pour la carte coréenne, ça. Sung Woo Choi contre Yoshinori Ori. Sung Woo Choi, justement, était dans le combat juste avant contre Gavin Tucker. Et puis, il y avait comme 13 km de reach sur Gavin Tucker qui a utilisé son training au Tristar pour juste être super stratégique, sortir sa lutte, couper la distance, out-grapple Sung Woo Choi du tout au tout. Et puis, j'ai eu peur, j'ai eu une frousse dans ce combat-là. Parce que Gavin Tucker contre Rick Glenn s'est gazé dans l'espace d'une minute, puis après a vraiment eu l'air d'avoir de la misère mentalement dans ce combat-là. Eu avoir de la difficulté à dealer avec le fait que le combat allait passer à faire, puis tout, son monde semblait être en train de s'écrouler littéralement, et puis c'est ça qui a fait qu'il était absolument non compétitif, qu'il a mangé littéralement la volée d'une vie dans ce combat-là contre Rick Glenn. Contre Sung Woo Choi, il a donné un coup de genou illégal, s'est fait enlever un point. Puis là, il a commencé à parler à l'arbitre, puis il semblait vouloir argumenter. Puis là, je me disais, ah non, ça y est, il vient de se faire sortir de sa game complètement. Et puis, il y a même eu des moments plus bizarres dans ce round-là. Après ça, ça a été un round quand même serré, bien que c'est lui qui l'a gagné. Ça a été un round de 9-9, vu qu'il a perdu un point. Mais je le voyais de plus en plus être hésitant, je me disais, ça y est, tout va s'écrouler pour lui. Et puis ça s'est pas fait, ça s'est absolument pas fait, et il est revenu, et puis il a gagné par rear naked choke au 3e round. Très belle performance, j'aimerais le voir contre Mike Trizano, puis je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit mes match-ups pour Jotko puis pour Barrio. Puis pour Arman Tsarukyan, oui, je l'ai dit, Los Santos. Pour Christophe Jotko, je veux le voir affronter le gagnant d'Omari Akhmedov contre Zach Cummins. Ça se passe à l'UFC 242. Pour Marc-André Barrio, je l'ai dit, il faut revenir au bas de l'échelle, tout simplement. Puis j'en ai un paquet de noms pour vous autres. Vous prenez n'importe lequel là-dedans. C'est à peu près tous les match-ups que j'aimerais le voir disputer actuellement. Adam Yandiv, Charles Bird, Jack Marshman, Julian Marquez, Bevan Lewis ou le gagnant ou le perdant, peu importe, du combat à Copenhague entre John Phillips et Alan Amedovski. Donc, n'importe qui là-dedans. Là. Amedovski, Phillips, Bevan Lewis, Julian Marquez, Jack Marshman, Charles Bird, Adam Yandiv. Tout d'excellents noms pour le prochain combat de Marc-André Barrio. Ensuite, on passe au combat de la soirée, on redescend, après cette brève parenthèse qui nous a ramené vers le haut, on redescend, Deiveson Figueiredo, Alessandro Pantoja, je sais pas quoi dire de plus, à part que c'est un excellent combat, ça prouve à quel point Deiveson Figueiredo est élite dans cette division-là, puis va probablement battre tout le monde qui s'appelle pas Formiga, Benavidez ou Cejudo, ou naturellement Demetrius Johnson, mais il n'y est plus. Pas beaucoup d'options présentement, oui, ils recommencent à signer des full lightweight, ils ont ramené Brandon Moreno, ils ont signé Askar Askarov. Ces deux gars-là s'affrontent à Mexico City. Et puis moi, j'ai beaucoup d'espoir à Askar Askarov. C'est un prospect que je check depuis de nombreuses années. Brandon Moreno est déjà un gars qui est ranké un des meilleurs au monde dans cette division-là. Donc, je pense que le gagnant de ce combat-là est celui qui devrait le plus affronter Deiveson